mesdames, messieurs, ici le professeur Henri Fontaine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui fait l'actualité cette semaine. Il s'agit du tremblement de terre. Les séismes ne sont pas aussi rares que cela. Bien sûr, ceux dont on entend parler, ce sont les plus puissants, les plus dévastateurs. Mais il faut savoir que chaque jour, on enregistre des milliers de tremblements de terre sur la planète. Ce sont des tout petits tremblements de terre que la population ne ressent pas ou à peine. Donc la terre tremble en permanence. Pour vous aider à comprendre ce phénomène, qui est le phénomène du tremblement de terre, on va d'abord aller au sous-sol pour vous expliquer comment ça se passe au sous-sol. Donc, pour vous expliquer ce phénomène, où se passe le tremblement de terre, pour quelles raisons la terre craque-t-elle, se fissure-t-elle à certains endroits et pas à d'autres. Pourquoi un tremblement de terre peut-il provoquer un tsunami? Pour comprendre, allons au sous-sol, en dessous de la terre, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est un tremblement de terre. Okay? Donc, la terre est toute fissurée. La surface du globe terrestre est composée d'une douzaine de grands morceaux. On les appelle les plaques tectoniques. Elles s'entassent les unes dans les autres comme les pièces de puzzle pour former l'enveloppe superficielle de la Terre. C'est épaisse de 100 km en moyenne. C'est la lithosphère. Pour comprendre, on observe le mouvement des plaques les unes par rapport aux autres. Donc, dans la sténosphère, qui est épaisse de 600 km, la chaleur est très élevée et les roches sont très molles. Par endroits, elles deviennent plus légères et remontent. Ces roches refroidissent en s'approchant de la surface et se descendent. Ce circuit-là appelle mouvement de convection qui entraîne les déplacements des plaques à la surface de la côte terrestre. Donc, c'est la tectonique des plaques. Les plaques apparaissent d'un côté et disparaissent de l'autre et sans jamais s'arrêter de 1 cm par an, parfois à 10 cm. À certains endroits du globe, les plaques s'éloignent. Donc, ces zones-là, on appelle des zones d'accrétion. En remontant de la surface, ça crée une nouvelle côte. On en trouve au milieu de l'océan Pacifique et l'océan Atlantique, qui se produisent dans des zones de subduction, là où une plaque océanique glisse sur une plaque continentale. En profondeur, les plaques chaudes et visqueuses glissent en permanence. Il y a beaucoup de potons là-dedans. Les roches de la côte terrestre accumulent donc de l'énergie et se déforment comme un élastique. Quand les tensions sont trop importantes, la plaque atteint un point de rupture et casse brutalement. Donc c'est ça un tremblement de terre. Ce coulissage brusque entre deux plaques crée une faille qui peut se faire sur un plan vertical. Une partie du sol se trouve plus haute que l'autre, ou bien sur un plan horizontal. On appelle ça un décrochement. Des fois, ça arrive en même temps. Donc, ça n'arrive pas seulement en mer. En cas de séisme sous-marin, le fond océanique peut se déformer à plusieurs milliers de kilomètres carrés en s'élevant. La masse d'eau située au-dessus est en mouvement et puis une série de vagues se crée et gagne une intensité au fur et à mesure et qui se rapproche des côtes. Et puis quand elle atteint le continent, elle se transforme en tsunami. Pour vous expliquer ce phénomène, il y a l'île de Sumatra où ce mouvement arrive fréquemment. Il y a une forte activité sismique dans cette région. Sumatra, c'est une île de l'archipel d'Indonésie. C'est dans l'océan Indien. Il y a une plaque océanique et la plaque australienne qui s'approche au sud-est asiatique. Ces zones de séduction produisent des séismes de magnitude 8. Mais malgré cette forte activité sismique, une partie de la zone de subduction située aux îles de Sumatra n'était pas en mouvement au plus de 3 siècles. Donc, on va voir
le 26 décembre 2004, il y a un séisme qui s'était produit sur cette zone. Mais la rupture a débordé de cette zone de la queue. Il a été extrêmement étendu sur 1000 km. Du coup, cette rupture du 26 décembre 2004 a produit une magnitude de 9,1. Donc, c'était le premier séisme depuis 40 ans sur la planète qui était enregistré avec ce niveau de magnitude. La rupture sous-marine majeure a provoqué une importante déformation, donc un tsunami se propage dans tout l'océan. Puis c'est parti dans toutes les directions. D'accord. Une direction perpendiculaire à la faille. C'est au nord de Sumatra. Donc les impacts sont maximum vers les Sri Lanka et Thaïlande. Donc des hauteurs de vagues supérieures à 1 mètre. Puis on va voir que le tsunami était arrivé juste de la côte brésilienne. Mais malheureusement, les systèmes informatiques n'étaient pas adaptés à cette époque pour détecter cette magnitude. Donc, c'était sous-estimé à 8,5 à cette époque-là. Donc, le système en place depuis les années 60 dans le Pacifique a détecté ce phénomène-là et puis a caractérisé et cette magnitude de 8,5 pour détecter le tsunami. Bon, on a essayé d'appeler les autorités de l'océan Indien, mais du fait que le système n'est pas opérationnel, donc les communications assez compliquées, les messages n'étaient pas arrivés à temps. Donc, ce qui s'est passé ce jour-là avait fait 200 000 victimes, je crois. Donc, c'était catastrophe majeure. Donc, cet événement de décembre 2004 était majeur. Donc, cela a provoqué une prise de conscience pour mettre sur place un système d'alerte tsunami sur le monde. Richter, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on entend souvent parler de l'échelle de Richter quand il y a un tremblement de terre, mais Richter est loin l'échelle la plus utilisée par les sismologues. La sismologie est une science en pleine évolution qui ne cesse de progresser. Bon. Ça remonte au début du XXe siècle, mais c'est confirmé que dans les années 1960. Voici l'évolution d'une science encore toute jeune. Écoutez, la planète n'a pas toujours été composée de 6 continents. Ce que pense Alfred Wegener, un météorologue allemand. En 1912, Alfred propose une théorie pour expliquer l'origine des continents. Selon lui, il y a 250 millions d'années, tous les continents étaient réunis en un seul bloc, qu'on appelle la Pangée. Ensuite, ils s'étaient fragmentés en s'éloignant des uns des autres. Donc, on appelle ça la dérive des continents. Donc, on a remarqué notamment des fossiles de plants et sont présents de chaque côté de l'océan Atlantique. Sur certaines parties des continents, on a aussi observé d'anciennes traces de glaciation. Ces indices laissent penser que tous les continents n'en formaient qu'un. Mais toutefois, il ne parvient pas à expliquer le mécanisme qui se cache derrière ce déplacement des continents. Mais Alfred Deser a fait savoir qu'il est possible d'étudier ce déplacement avec plusieurs méthodes, on pourrait dire. On va voir Charles Francis Richter, un géologue américain, tente de comparer les séismes en Californie entre eux. Le problème, c'est qu'à cette époque, en 1906, il n'y avait pas d'échelle pour
permettent de comparer les séismes et les uns aux autres. OK? Par exemple, un séisme ne produira pas les mêmes dégâts s'il se vient en ville ou dans un désert. Et satisfait, le géologue a mis au point une nouvelle échelle qui s'appelle l'échelle de Richter. On enregistre les vibrations du sol et des zones sismiques. Grâce à un calcul mathématique, les scientifiques obtiennent une valeur reflétant l'énergie à la source du tremblement de terre. C'est la magnitude. Donc, ça parvenait alors à comparer les séismes entre eux. C'était une avancée majeure. On parle aussi d'échelle de magnitude. Après la Seconde Guerre mondiale, on a utilisé des navires militaires pour explorer le monde sous-marin, les nouvelles technologies, comme des échosondeurs sont installés sur des bateaux pour cartographier et mesurer la profondeur des océans. Les données prouvent qu'il y a l'existence des chaînes de montagnes au milieu des chaînes d'océans, on appelle des dorsales océaniques. On suppose que le plancher des océans est formé en continu le long de ces dorsales et puis disparaît dans le fosse des océans. Donc, c'est là qu'on va voir le terme expansion océanique. On va voir Frédéric Weil et Drummond Matthews, deux physiciens qui apportent une preuve en mesurant le magnétisme au fond des océans. On a remarqué que les minerais de fer contenus dans les roches océaniques sont orientés soit au pôle nord ou au pôle sud. Les deux scientifiques y voient là, avec les infections périodiques des champs magnétiques terrestres qui se sont produits au cours de l'histoire de la Terre. Selon eux, ces scientifiques, le plancher océanique se crée en continu au niveau des dorsales et les roches mémorisent les champs magnétiques de la Terre au moment de leur formation. À la fin des années 60, il y a un géophysicien, William Jason Morgan, qui a rassemblé des dernières découvertes sur l'expansion océanique. En 1967, on a proposé un découpage de l'enveloppe terrestre en plusieurs blocs en mouvant les uns par rapport aux autres. Donc, c'est ça qu'on appelle plaque tectonique. On a aussi proposé un découpage de la lithosphère en 6 grandes plaques pour les poser aux zones d'activité sismique. Donc, ça a reconstitué la création progressive des océans. Donc, on va voir le terme théorie des plaques ou tectonique des plaques. Donc, cette théorie a révolutionné l'histoire des sciences de la Terre. Un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter. On parle de cette échelle très populaire, mais de nos jours, ce n'est pas la plus utilisée. L'échelle de Richter est adaptée partout dans le monde, mais c'est précise pour des séismes près des stations sismiques. On parle de magnitude locale aussi, afin de mieux comprendre, de comparer les séismes du monde entier. D'autres types de magnitudes font alors leur apparition en 1936, en 1956. En 1977, Iwo Kanamori, membre de l'Institut de technologie de Californie, propose un nouveau type de magnitude. La magnitude de mouvement, cette échelle qu'on a pu utiliser pour comparer les séismes entre eux. En théorie, elle ne connaît pas. La magnitude la plus élevée était enregistrée au Chili en 1960. Il y a beaucoup de défis qui nous attendent. Aujourd'hui, la surface du globe terrestre est surveillée en permanence par des réseaux de détecteurs. Il y a des stations de détection. Donc, les scientifiques cherchent à développer des systèmes associés à des supercalculateurs
pour automatiser et extraire les données. Les sismologues s'intéressent aux faibles perturbations enregistrées par le sismomètre. Donc, on parle de bruit pour aider à connaître la composition interne de la Terre. Il y a des phénomènes qui intriguent comme séisme lent dans les zones de subduction. Le glissement entre les plaques tectoniques est parfois progressif et l'énergie se libère sur plusieurs semaines. Les chercheurs comprennent avec le séisme le plus violent pour mieux prédire les rythmes sismiques. Mais le but principal est de pouvoir un jour prédire les séismes. Mais malheureusement, aujourd'hui, il n'existe pas de méthode pour prédire les séismes. Bon. Quand vous entendez parler de tremblement de terre ou tsunami, il y a des mots qui reviennent toujours comme magnitude, épicentre ou onde sismique. Des mots donc, le sens n'est pas clair pour tout le monde. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Ouais. Magnitude, intensité, épicentre. Bon, là, on se perd là. Non. Généralement, les séismes se produisent à la frontière de deux plaques tectoniques qui traitent des frottements qui accumulent de l'énergie jusqu'à la rupture totale. C'est ça un séisme. Mais on va dire où se trouve le point de départ d'un séisme. On parle d'hypocentre qui est localisé entre 10 et 60 km de profondeur. Et puis, on parle d'épicentre aussi. L'épicentre, c'est le point de départ du séisme qui se trouve exactement au-dessus de l'hypocentre. Lors d'un tremblement de terre, une partie d'énergie est libérée sous forme d'ondes sismiques. Elle se déplace dans toutes les directions la plus rapide de compression et comprime susceptiblement le sol qu'elle traverse. Elle crée aussi un grondement, ce que les Haïtiens appellent goudou goudou. L'onde de cisaillement, qui est moins rapide, avance un peu comme une corde, comme ça. La direction et la vitesse des ondes peuvent être modifiées quand elles traversent un sol plus ou moins dense. Donc, ces zones sismiques sont détectées par des capteurs qu'on appelle des sismomètres. Ils enregistrent la durée et longitude des zones. En s'éloignant de l'hypocentre, ça s'atténue. Donc, elles peuvent être moins destructives. Il est possible de calculer l'énergie pour déterminer la magnitude. En théorie, c'est sur une échelle ouverte qu'on le calcule. La magnitude la plus forte observée ne dépasse pas 9. Plus la magnitude est élevée, plus le séisme est destructeur. Mais il ne faut pas confondre magnitude et intensité. OK? L'intensité varie selon le lieu où l'on se trouve ou selon l'échelle. Par exemple, un séisme qui détruit toutes les structures correspondant au niveau 12. C'est une catastrophe. Donc, on va voir au Népal en 2015 un séisme qui a frappé la ville de Gorka. Mais qu'est-ce qui se passait dans cette région du monde? Le Népal, on va voir cette zone, comme je vous avais dit auparavant, très sismique. Il y a régulièrement des séismes forts arrivés comme les destructeurs, comme le séisme en avril 2015. C'était très majeur, un séisme majeur comme ça. Il y a un bassin de cette zone qui a particulièrement vibré de cette zone. Les secousses ont déstabilisé le sol en entraînant des glissements de terrain dans les heures et les jours suivants des tremblements de terre. On parle d'effets induits. Suite à une secousse, il y a plusieurs effets induits.
Ben, il y a des zones qui vont bouger plus que d'autres zones. Donc, cela dépend. On a aussi des fortes pentes qui se déstabilisent. Donc, c'est là qu'on va avoir des éboulements de terrain. Là où il y a des monts, on va avoir des chutes de falaises, tout ça là. Donc, on observe ces phénomènes-là quand il y a un tremblement de terre dans une zone montagneuse, je veux dire. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle le phénomène de liquéfaction. Liquéfaction, c'est le phénomène que le sol commence à bouger. Ça devient comme liquide. Même si le bâtiment n'est pas détruit par une secousse, mais à cause de la liquéfaction, les édifices vont s'effondrer. Donc, ces effets induits sont très difficiles à prévoir. Donc, on s'intéresse avant tout aux traces laissées par des tremblements de terre passés pour mieux connaître l'histoire de sismicité. Donc, certains séismes produisent comme qu'on appelle la paléosismologie, c'est l'étude des séismes pour étudier le sol, là, comme ça. C'est ça. Avec, pour détecter des ruptures qu'on retrouve au sous-sol. Donc, mesdames, messieurs, c'est tout ce que je peux vous dire là pour le tremblement de terre, pour comprendre ce phénomène qui fait la une. C'était le professeur Henri Fontaine pour vous expliquer le phénomène du tremblement de terre. Merci.